L'asthme chez l'enfant, c'est une réalité pour des millions de familles. Et quand le diagnostic tombe, c'est vrai, ça peut être une source d'inquiétude. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie qui se gère très bien. L'idée ici, c'est de donner toutes les clés pour comprendre et pour agir, pour passer justement de l'inquiétude à la maîtrise. Alors, quand on apprend que son enfant a de l'asthme, c'est normal de se sentir un peu dépassé. Mais la toute première étape, la plus importante en fait, c'est de démystifier tout ça. Comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur du corps, c'est la base pour construire un plan de contrôle qui marche. Pour se donner une idée de l'échelle, l'asthme touche environ 300 millions de personnes dans le monde. C'est l'une des maladies chroniques les plus courantes chez les enfants. Et ça veut dire une chose très importante. Les familles ne sont pas seules, loin de là. Elles font partie d'une immense communauté qui partage le même défi. Bon, mais l'asthme, c'est quoi exactement? Pour avoir une définition claire, on va se tourner vers la référence mondiale sur le sujet, le GINA, l'Initiative mondiale pour l'asthme. Selon eux, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les symptômes, la toux, l'essoufflement, varient beaucoup en intensité et dans le temps. C'est aussi pour ça que le diagnostic n'est pas toujours évident au premier abord. Pour savoir comment agir, il faut d'abord comprendre. Plongeons ensemble au cœur d'une crise pour voir ce qui se passe à l'intérieur des poumons. C'est une véritable réaction en chaîne biologique et une fois qu'on l'a comprise, tout le traitement devient beaucoup plus clair. Au cœur de la crise, il ne se passe pas une seule chose, mais bien trois phénomènes en même temps dans les bronches. Et c'est ce trio qui est responsable de la difficulté à respirer. Alors, regardons ces trois phénomènes. Le premier, c'est l'inflammation. La paroi des voies respiratoires se met à gonfler, un peu comme une gorge irritée. Deuxièmement, la bronchoconstriction. Là, ce sont les petits muscles tout autour qui se contractent, qui serrent les voies aériennes. Et pour finir, il y a une production de mucus en excès qui vient boucher le passage. Cette triple obstruction, c'est ça qui provoque tous les symptômes de la crise. Et si on zoome encore plus au niveau microscopique, on découvre les grands responsables, les mastocytes. Il faut se les imaginer comme des sentinelles de notre système immunitaire. Dès qu'elles détectent un déclencheur, comme un allergène, eh bien, elles sonnent l'alarme. Pour ça, elles libèrent des substances chimiques, dont la fameuse histamine, et ce sont ces substances qui lancent toute la réaction inflammatoire qu'on vient de décrire. Ok, maintenant qu'on a vu le comment ça se passe à l'intérieur, penchons-nous sur le pourquoi. Qu'est-ce qui, à l'extérieur, peut déclencher une crise? Et surtout, quels sont les signes d'alerte à surveiller? On peut imaginer ça comme une chaîne en 3 étapes. Tout commence par la prédisposition. C'est le terrain, souvent génétique, qui rend une personne plus sensible aux allergies. C'est ce qu'on appelle l'atopie. Ensuite, il y a la sensibilisation. Le contact avec des allergènes, comme le pollen ou les acariens, prépare les voies respiratoires à réagir. Et enfin, l'étape 3, c'est le déclencheur. Un élément précis, comme la pollution, la fumée ou une simple infection, qui va en quelque sorte mettre le feu aux poudres et provoquer la crise. Et toute cette mécanique interne, bien sûr, elle se manifeste par des signes extérieurs très clairs. On va retrouver une toux sèche, souvent par quinte. On peut parfois entendre ce fameux sifflement quand l'enfant expire. C'est simplement le bruit de l'air qui a du mal à passer. La respiration s'accélère. Tout ça, ce sont les conséquences directes de l'obstruction des bronches qu'on a vues juste avant. Le diagnostic, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est un processus très structuré, très logique. Ça permet de poser un nom sur ce qui se passe avec certitude et aussi d'écarter d'autres pistes. En fait, le médecin mène une véritable enquête. Il commence toujours par l'anamnèse. Il pose des questions sur les antécédents dans la famille, sur l'historique de l'enfant. C'est l'indice numéro 1. Ensuite, il y a l'examen physique, où il écoute les poumons pour chercher ce fameux sifflement. Et puis, pour les enfants assez grands, on peut faire des tests de souffle pour mesurer très précisément la capacité des poumons. Enfin, des tests d'allergie peuvent aider à trouver les coupables, les fameux déclencheurs. Une fois que le diagnostic est certain, on va classer l'asthme selon sa sévérité. Ce tableau, qui s'appuie sur les recommandations du GINA, montre comment les médecins évaluent la fréquence des symptômes. Est-ce que c'est intermittent ou persistant, léger, modéré, sévère? Cette classification est absolument essentielle parce que c'est elle qui va déterminer le type de traitement à mettre en place. Allez, on passe à la partie la plus constructive, la gestion au quotidien. Parce que le but, ce n'est pas seulement de soigner les crises quand elles arrivent. Non, le vrai but, c'est de les empêcher d'arriver et de permettre à l'enfant de vivre une vie tout à fait normale. Pour gérer l'asthme, il y a 2 grandes familles de médicaments. D'un côté, on a les traitements de secours. Ce sont les pompiers. Ils agissent vite pour ouvrir les bronches et soulager une crise. De l'autre, les traitements de fond, qui sont là pour la prévention. Ils agissent sur l'inflammation pour éviter que les crises ne se déclenchent. Et chez les plus jeunes, on utilise très souvent cette fameuse chambre d'inhalation. C'est un outil tout simple, mais hyper efficace pour s'assurer que le médicament arrive bien au fond des poumons, là où il doit agir.
Un bon plan de gestion, c'est bien plus que de simples médicaments. L'objectif est global. Bien sûr, il faut contrôler les symptômes, mais il faut aussi prévenir les futures crises, maintenir un niveau d'activité normal pour que l'enfant puisse courir et jouer. Et puis, il y a un aspect crucial, l'éducation. De l'enfant, des parents, de l'école, tout le monde doit être informé. Et enfin, maîtriser l'environnement pour limiter l'exposition aux déclencheurs, c'est une autre pièce maîtresse de la stratégie. Voilà, c'est vraiment le message essentiel à retenir de tout ça. Le diagnostic n'est pas une fatalité. Avec les bons outils, une bonne éducation et un suivi régulier, un enfant asthmatique peut absolument tout faire. Courir, jouer, rire et grandir comme tous les autres. On peut donc se poser la question. Finalement, la science et la médecine nous montrent que l'asthme peut être une partie de la vie d'un enfant. Oui, mais ça n'a pas à être ce qui le définit. La clé, elle est là, dans la connaissance, dans la prévention et dans une gestion active au quotidien.